C'est beau, une émission proposée par Emmanuel Klein. Bonjour à tous et bienvenue dans Oh que c'est beau, ce rendez-vous dédié à la bande dessinée sur cette antenne avec aujourd'hui Ewen Blin. Bonjour. Bonjour. Cher Ewen, vous venez nous parler de Fukushima. Encore, j'allais dire. Parce que la semaine dernière, je recevais à cette place Bertrand Galli qui lui a raconté Fukushima, mais alors à l'intérieur de la centrale. Lorsque, évidemment, c'est le 10e anniversaire, le 11 mars 2011, le tsunami a déclenché ce qu'on a su derrière. Sauf que vous, finalement, ça se suit très bien, puisque finalement, alors vous, on n'est pas dans la centrale, mais on est à l'extérieur. Et là, on est avec finalement les gens qui ont ressenti cet événement sur place. Voilà. Et notamment, votre héros, c'est un vrai personnage, Naoto Matsumara. C'est ça ? Oui, tout à fait. C'est lui. Bien lui. C'est un agriculteur, qui était sur place, qui a vécu la catastrophe. Et donc, vous le mettez en scène. Encore une fois, c'est basé sur des faits réels, parce que le personnage, moi, je peux même aller voir des petites vidéos de lui. C'est bien lui avec ses cheveux blancs, etc. On le reconnaît. C'est une histoire vraie. Alors, très romancée de la part de Fabien Groslo, le scénariste de la bande dessinée. Mais effectivement, on est parti de faits réels. C'est le propos du récit. Oui. Voilà. Donc, cette histoire qui raconte finalement comment les habitants sur place ont vécu au moment où ça s'est produit, mais aussi et surtout ce qui s'est passé après. Puisque on suit les gens pendant plusieurs années. Et alors, lui, c'est précisément pour ça qu'il est très intéressant, parce que lorsque tout le monde s'est sauvé, lui, il est revenu sur place. Et alors, il était agriculteur, il avait donc un amour notamment des animaux, puisqu'il en avait déjà beaucoup dans sa ferme. Et ce qui était assez dramatique, et que là, pour le coup, on ignorait totalement, d'où l'intérêt de cette bande dessinée aussi, évidemment, c'est de nous raconter ce qui s'est passé. Et précisément, tout le monde s'est barré, mais personne ne s'est occupé des animaux. Et lui a passé des semaines et des semaines à errer dans ce village vide, enfin de toute la région, on va dire, pour libérer les animaux, notamment les animaux domestiques, qui ne savaient pas se nourrir seuls. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire, parce qu'évidemment, je n'avais jamais entendu cette histoire. Pourtant, cette personne plutôt, Naoto, est venue en France. Il a fallu toute une tournée. En 2014, il est venu parler, parce que cette agriculture est devenue aussi un grand militant anti-nucléaire aujourd'hui. Voilà, ce qui n'était pas à la base, mais qui est devenu du fait parce qu'il lui est arrivé, effectivement. Ouais. Parce que la société TEPCO, le centre nucléaire, notre EDF, on va dire d'ici, était quand même prônait le nucléaire et que c'est merveilleux, que ça va nous arranger la vie, tout ça. Et puis qu'on se rend compte quand il y a des grandes catastrophes comme ça, que la vie précisément il y en a plus. Lui, c'est l'homme le plus irradié du monde. Il se fait tester régulièrement. Tout à fait. Parce qu'il a un suivi médical effectivement très important. Parce qu'il vit encore là-bas. Tout à fait. Oui. C'est ça. Et là, il a 62 ans aujourd'hui. Oui, je ne sais pas son âge exact, j'avais oublié, mais effectivement, oui, ça doit être ça. Alors, je vérifie. J'imagine que vous avez regardé. Voilà, et donc, il y a 10 ans, quand ça s'est produit, il avait 52 ans. Oui. Donc, comme quoi, on peut vivre malgré tout en étant irradié, même si c'est pas forcément la meilleure nouvelle de l'année. Mais on pensait que, on aurait tous, après Tchernobyl, on a entendu tellement de choses, de tout et son contraire, comme on dit. Lui, en l'occurrence, ça fait 10 ans qu'il est donc très irradié, mais qui continue de vivre là-bas, même si, j'imagine, il se nourrit pas forcément de l'eau, de la source à côté, au départ, si. Quand la catastrophe est arrivée, effectivement, il a dû faire avec les moyens du bord, malheureusement. Donc, effectivement, il s'est contaminé aussi de cette manière-là. Mais après, il a été heureusement assisté et aidé par des personnes de l'extérieur pour pouvoir avoir le minimum, pour pouvoir vivre sans gérer des choses irradiées. Mais effectivement, au départ, en tout cas, il a dû faire avec les moyens du bord. C'est ça. En fait, on le voit aussi à un moment, il va dans un supermarché qui est vraiment dévasté, parce que tout est cassé, il faut bien le dire. Lui, dans sa maison s'est effondrée, tout s'est effondré. Alors lui, ils ont eu de la chance, c'est que lui, il habite dans un petit village qui s'appelle Tomioka. Alors, il y avait 17 000 habitants à l'époque, évidemment. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un garçon, c'est lui, il n'y a plus personne. Mais ce village, était un peu surélevé dans la région de Fukushima, parce que c'est Fukushima Daiichi, en fait, qui est au bord de la mer. Le nom c'est le réacteur numéro 1, la première centrale, il y a aussi Daini, qui est 2. 2 en japonais, c'est Ni, et Ichi, c'est 1. Donc, voilà, bravo. L'histoire. Et donc, ce village est un peu surélevé. Et donc, ils ont vu, ça, en tout cas, c'est mis en scène comme ça dans votre bande dessinée. Ils sont sur la colline et ils voient le tsunami arriver, ils voient toutes les villes en dessous d'eux se faire recouvrir. C'est horrible. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont décédées, des milliers de personnes. Je crois que c'est 18 000 en tout. J'ai pas les chiffres exacts, je vous fais confiance. Vous avez regardé l'âge de Naoto tout à l'heure, donc ça doit être bon aussi pour les chiffres. Non, mais on sait que ça a été une catastrophe humaine aussi. Beaucoup de gens sont décédés dans ce cas. Et alors lui, cette chance, c'est d'être au-dessus. Sauf que, encore une fois, évidemment, la région, ceux qui restaient ont été évacués. Et lui a eu envie de rester. Et donc on démarre avant, dans cette petite région paisible où il est avec son petit-fils. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce récit, c'est pas seulement ce qu'on raconte autour du nucléaire et de la catastrophe et de tout ce qui s'est passé, mais c'est aussi les légendes japonaises que vous racontez, et notamment ce petit garçon, lorsque tremblement de terre se produit, ce petit-fils qui s'appelle Koichi, lui, il sait pas trop ce qui se passe, et donc il lui explique que c'est Namatsu, c'est ça ? Namazu,
Namazu. En fait, il lui explique qui est Namazu une légende japonaise, en fait, qui est qu'en gros, il y a un poisson-chat immense qui vit sous le Japon et de temps en temps, il se réveille et quand il se réveille, il fait trembler la terre. Et donc, heureusement, il y a une déité dessus, dont j'ai oublié le nom par contre. Mais il s'appelle Kashima. Kashima, qui effectivement a une épée qu'il maintient sur le front de Namazu pour l'apaiser. C'est pas une manière d'apaiser, on va dire de le mater, peut-être quelque part. Et donc, des fois, par contre, du coup, il s'endort, lui, et donc Namazu en profite pour se réveiller et fait trembler la terre. Voilà. Ça, c'est ce qu'on raconte aux enfants pour expliquer les tremblements de terre au Japon. J'imagine qu'on peut le raconter aux enfants, en effet, oui, parce que c'est une légende en tout cas japonaise. C'est ça, c'est pas une invention de vous ni de Fabien Grelot. Absolument pas. C'est pas une invention, c'est quelque chose. C'est une histoire qu'on raconte effectivement au Japon. Ouais. Ah, ça m'a ravi. Ça, j'ai adoré. Ouais, mais ça, je trouve ça génial. Oui, c'est génial, ouais, effectivement ça. Et du coup, c'est vrai que partant de là, on a avec Fabien aussi cette envie peut-être d'expliquer la catastrophe de Fukushima sous cet angle-là, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a d'autres déités qui ont effectivement été en colère ou ont voulu s'attaquer à Fukushima, et donc voilà, on a essayé d'utiliser ces supports-là pour parler de la catastrophe et puis du coup faire passer un peu la pilule entre guillemets, et en tout cas pas être dans la dureté de la réalité, et voilà. Le tsunami par exemple, c'est expliqué parce que c'est le dragon Ryujin qui lui s'est énervé. Tout à fait. Ça aussi c'est une légende, c'est un vrai dragon. Oui, c'est un vrai dragon. Le dragon Ryujin effectivement existe dans les histoires japonaises, dans le conte d'Urashima Taro notamment. Alors Urashima, c'est un pêcheur. Tout à fait. Qui aurait sauvé une tortue qui était en fait une princesse des mers. Exactement, qui était la fille de Ryujin. Et donc effectivement, l'ayant sauvé dans l'histoire originale, c'est un conte japonais, hein, c'est vraiment hyper populaire là-bas, c'est comme le petit chaperon rouge ou Blanche-Neige, voilà, en équivalence par rapport à chez nous. Et donc il sauve cette princesse tortue, et elle lui demande de l'accompagner au royaume de la mer. Et il y reste, il s'y plaît bien, et puis un jour il se dit tiens, les gens qui étaient ça lui manque finalement, la vie terrienne. La vie terrestre effectivement lui manque. Et donc un jour il se dit tiens, je voudrais rentrer voir les miens, quoi, en gros. Et puis la princesse lui dit au début elle veut pas trop, elle est un petit peu embêtée, elle accepte qu'il reparte, et sauf que la surprise, c'est Urashima Taro se rendait pas compte que le temps ne se passe pas de la même façon sous terre, dans la mer et sur terre. Et donc en gros il s'est passé, je crois, 300 ans dans le récit original, et donc il revient sur terre, puis personne n'est là, il ne reconnaît rien. Et c'est un peu ce qui se passe pour Naoto, puisque finalement oui, c'est ça, le parallèle est là. Le parallèle, on a fait ça dans l'histoire de Naoto, c'est qu'effectivement du jour au lendemain, le lieu de vie qu'il a toujours connu, parce qu'il a toujours vécu dans cette région-là, est devenu totalement hostile, et donc il n'y a plus rien, il n'y a plus d'habitants, il n'y a quasiment plus d'animaux, parce que beaucoup sont morts, ou d'autres les oiseaux par exemple se sont enfuis évidemment. Et cette région est devenue désertique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que là, on est 10 ans après. Ouais. Et la vie n'a pas repris à Fukushima et dans la région. La nature a repris ses droits, entre guillemets, mais voilà, avec les conséquences qu'on peut connaître. Et après, il y a une réalité aussi concrète qui est que la zone irradiée, qui a été interdite par le gouvernement, au début était assez vaste, et petit à petit s'est réduit comme peau de chagrin par une sorte de passe-passe. C'est-à-dire qu'ils ont réduit la zone interdite ? Exactement. Okay. Voilà. Parce que pour faire revenir les habitants sur place, en fait, le gouvernement japonais ne savait pas quoi faire, et donc ils ont autorisé, on va dire, une certaine dose de radiation. Ah ouais. Voilà. C'est pas assaini, c'est juste que. Ah si. Alors ils ont aussi fait un travail d'assainissement. Heureusement, ouais. Oui, non, ils ont pas. Heureusement, mais néanmoins, il y a quelque chose qui fait que ils ont, on va dire, un peu biaisé d'un point de vue législatif sur la dose de radiation tolérée pour vivre sur place, et donc du coup, une partie de la région qui auparavant, il y a 10 ans, était totalement exclue, est devenue à nouveau habitable officiellement. Vous, Ewen Blin, vous êtes le dessinateur de cet ouvrage, et vous êtes déjà allé au Japon, et dans la zone de Fukushima particulièrement. Non, absolument pas. Moi, quand j'y suis allé, c'était vraiment en tant que pur touriste. Et il se trouve que sur place, j'ai beaucoup dessiné, notamment la nature, parce que c'est des choses que j'aime bien dessiner, et c'est que la nature japonaise est très très particulière. J'en garde un souvenir très intense, et j'avais à l'époque d'ailleurs fait ces dessins-là, je les ai mis sur les réseaux sociaux. Et je connaissais déjà Fabien à ce moment-là, on voulait travailler ensemble, on savait pas quoi faire, et il a vu ces dessins-là, et il s'est dit tiens, moi j'ai un scénario dans les tiroirs qui s'appelle Naoto. Ah, il voulait raconter l'histoire de Naoto déjà. Il voulait déjà raconter à l'époque cette histoire-là, et donc du coup il s'est dit tiens, je vais peut-être le proposer à Ewen, on va voir ce qui se passe et si on arrive à faire un truc ensemble. Et puis voilà, aujourd'hui l'album existe, donc c'est super. Parce que vous êtes illustrateur de jeunesse, de romans, de documentaires pour enfants, vous avez beaucoup travaillé, voilà. Mais là c'est votre première bande dessinée. C'est ma première bande dessinée, effectivement. Moi je travaille depuis un peu plus de 10 ans dans le secteur jeunesse, j'ai fait plein de choses jusqu'à maintenant, des romans, des albums, etc. Et il manquait une corde à mon arc, c'était celle de la bande dessinée. C'est quelque chose, un exercice sur lequel j'avais envie vraiment de me frotter, et je sais pas comment m'y prendre. Donc c'est comme ça que j'ai contacté Fabien à la base, j'avais envie de faire la BD, et comme j'aimais bien la sensibilité
de Fabien dans ses récits, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire ensemble, on peut peut-être réussir à faire un ouvrage intéressant. Et puis le Japon vous a réunis. Et le Japon nous a réunis, en effet, ouais. Alors dans un livre, du coup, voilà, qui est mi-documentaire sur la vie de Naoto, la véritable vie, et puis qui avec ses moments plus contes de fées, on va dire, sur ces contes japonais, voilà, poétiques. Oui, puis qui ponctuent du coup le récit, mais en même temps en donnant de la crédibilité aussi, puisque ce sont des vrais contes et c'est lié à l'histoire. Enfin, tout ça est totalement, ça s'enchaîne particulièrement bien. Enfin, c'est bien. Non, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre, sinon vous ne seriez pas là pour en parler, évidemment. Merci. Mais voilà, donc moi, ce qui est évidemment très intéressant et très touchant, c'est cet homme qui aime les animaux plus encore que sa propre vie, parce qu'il il prend des risques, évidemment. Il se trouve que là maintenant, on sait qu'il est encore vivant 10 ans après, mais il raccourcit sa vie de manière prématurée. Oui. C'est évident que de toute façon, il aura des conséquences qui feront qu'un jour, il mourra à cause de ça. Ça paraît évident. Et puis, il y a un truc qui est très choquant aussi que vous racontez dans le livre, et je suis persuadée que c'est vrai aussi, sinon ça n'aurait pas d'intérêt. C'est quand il va à un moment, donc quand il se sauve et qu'il va essayer d'être recueilli chez sa sœur, parce qu'encore une fois, il a plus de maison, il n'a plus rien pour vivre. Sa sœur le rejette, pensant qu'il est contagieux en fait. Comme si la radiation pouvait se transmettre. Ça, c'est un vécu qu'ont beaucoup de Japonais. Je pense que ça a dû arriver également à Tchernobyl, mais effectivement que après la catastrophe, non seulement ils perdent tout leur environnement, leur maison, tout du jour au lendemain, et en plus quand ils vont se recueillir auprès de leur famille pour penser un peu leur plaie physique et morale, eh bien ils sont rejetés. Et ça c'est extrêmement violent. Effectivement, je pense que c'était quelque chose qu'il fallait qu'on raconte absolument dans le récit, parce que ça fait partie de l'histoire de ces gens à Fukushima, et il fallait évoquer cette chose. Parce qu'ils avaient tellement peur finalement que d'éloigner le danger. On comprend ce ressenti, mais c'est vrai que c'est d'une cruauté. C'est horrible. Enfin, c'est probablement le truc qui m'a le plus choqué de tout le livre. Franchement, c'est cette scène. Bien sûr, c'est extrêmement violent. Ouais. Voilà, parce que évidemment, du coup, tout le monde part, et les routes sont pleines de voitures, tout le monde veut se sauver. Enfin, c'est compréhensible tout ça. Mais encore une fois, ce gars-là, il met sa vie en péril pour pouvoir revenir sauver les animaux. Et donc, il ne cesse, je vous dis, d'ouvrir les différentes fermes autour de lui pour libérer. Oui. Alors, il a de tout, du coup, parce qu'évidemment, au début, c'est des chats et des chiens errants. Rapidement, il récupère aussi les vaches, les cochons. Et puis des autruches. Effectivement, ça c'est très drôle, effectivement. Mais c'est vrai, j'ai vu des images quand j'ai préparé l'émission, j'ai regardé des reportages. Il a des autruches, alors je sais pas si elles sont encore en vie, je sais pas quel est l'âge moyen d'une autruche, mais en tout cas, il y a 10 ans, il a recueilli 2 autruches, dont une qui s'appelle Boss, qu'il a appelée comme ça, je sais pas pourquoi il l'a appelée ainsi, mais voilà, c'est vrai aussi, effectivement, c'est raconté rapidement dans notre bande dessinée, mais c'est une histoire vraie. Et puis aussi, évidemment, et ça c'est beaucoup plus triste, énormément d'animaux morts. C'est-à-dire quand il ouvre des portes, il tombe sur des... Il ne pouvait pas tout sauver. Notamment l'élevage massif de poules, par exemple, dont on se passe notre temps que c'est pas bien à dire. Là, clairement, elles n'ont pas pu survivre serrées comme elles sont attachées. Tout à fait. Donc des mouroirs énormes, notamment de poules, des vaches aussi, enfin tous ces animaux qui n'ont pas pu se nourrir pendant des semaines. Mais c'est crève-cœur, hein, franchement. C'est terrible, effectivement. Ça, c'est des planches qui étaient difficiles à dessiner. Parce que moi j'ai pas un trait naturel qui va vers ce genre de choses. Moi je dessine des choses globalement assez douces, j'ai des couleurs assez fraîches, tout ça, qui fait que du coup c'était une difficulté. Avec Fabien, on a longtemps discuté comment représenter ça, parce qu'il fallait quand même en parler un peu, parce que c'est une réalité aussi. C'est aussi le thème de votre livre finalement. Par rapport au sujet du livre, de toute façon on a été obligé d'y passer. Donc mais il a fallu montrer ça effectivement, et c'est d'une cruauté effectivement assez effroyable. Vous avez tout dessiné à la main, à la palette? Comment vous travaillez? Alors moi, la plupart du temps, je travaille sur papier. Je dessine sur papier au crayon de bois, et ensuite je fais les couleurs sur ordinateur. D'accord, donc vous scannez et les couleurs sont faites en informatique ensuite. Exactement, Donc vous êtes manuel. C'est ça. Comme beaucoup d'auteurs, quoique maintenant on est en train il y a une bifurcation qui se fait de plus en plus chez les auteurs de passer à 100% numérique. Ce qui est d'ailleurs le cas actuellement. Moi, je suis sur un autre projet, je suis déjà en numérique. Intégralement. Ah ça y est, maintenant vous dessinez directement. Ouais. Après, je pense que j'aime tellement le papier que j'y reviendrai aussi un jour, mais on verra. Bon, écoutez, en tout cas, on va engager nos auditeurs à découvrir donc ce livre. C'est votre première bande dessinée. Je vous souhaite vraiment d'en faire plein d'autres. Merci. Vraiment, c'est parce que c'était un bel essai. Avec Fabien Grelot au scénario, Naoto, le gardien de Fukushima. Ça vient de paraître aux éditions Stanky. C'est 144 pages en couleur pour 19 €. Voilà, toutes les informations sont évidemment sur la page Oxebo, sur le site de Fréquence Protestante, et vous pourrez réécouter cette émission en podcast à volonté sur la chaîne, sur la page, et également sur toutes les plateformes de podcast. Merci, Ewen Blin, d'être venu en direct. Merci beaucoup de votre invitation. La semaine prochaine, on changera radicalement de sujet. On ira au Québec à parler de Léonard Cohen. Allez, tout un programme. Salut.